Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission T'as vu, présentée par les étudiants en journalisme de l'Université catholique de Lille. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission spéciale musique. Aujourd'hui au programme, nous parlerons du concours international du violon. Acheter un instrument représente un certain budget, Julia et Juliette ont enquêté pour vous. Le karaoké est-il toujours tendance? Réponse tout à l'heure. Mais tout de suite, on part sur la jeune scène techno lilloise avec le collectif Précepte. Originaire des États-Unis où elle a émergé dans les années 80, la techno se développe en véritable culture musicale dès les années 90 en Europe. Précepte est un jeune collectif lillois d'un des sous-genres du style la deep techno. On est aujourd'hui chez Alexandre Charpentier qui fait partie du label Précepte. Leur spécialité c'est la musique ambiante et techno, donc on va les rencontrer aujourd'hui. Salut. Bienvenue. Merci. Entrez. Ils ont prévu de publier un podcast aujourd'hui, ils sont en pleine création, du coup on va attendre qu'ils terminent, ça prend à peu près 1 heure et on se posera dans le canapé, on leur posera quelques questions sur la musique techno. Bon, vous venez de nous jouer un joli petit set. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Alex, ce que c'est un podcast même en général? Alors un podcast, donc c'est quelqu'un qui va faire un set ou une sélection de morceaux et qui va publier sur une radio, sur des pages SoundCloud. Donc moi par exemple, ce qu'on vient de faire, ça va être pour ma page SoundCloud du label que je viens de lancer. Au départ c'était techno assez classique, assez conventionnel et après du coup notre style s'est vraiment affiné pour faire des trucs un peu plus profonds. Déjà la musique techno c'est une musique qui est faite autour d'un truc un rituel en fait, en quelque sorte les gens qui vont se mettre devant un mur de son, qui vont danser comme ça jusqu'au bout de la nuit aussi, c'est-à-dire un concert de rock par exemple ça va rarement durer plus de 2 heures en fait je dirais, alors qu'il y a des DJ sets qui vont durer peut-être 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures à l'infini. C'est aussi beaucoup moins physique d'être DJ plutôt qu'un batteur par exemple qui va marteler ses fûts pendant 1h30, 2 heures. Donc non, c'est un rapport différent à la musique en fait, je dirais. Les musiciens, ils ont leur batterie, tout ça, ils ont la performance de faire la musique live et puis les DJ, ils ont plus la performance de mélanger les morceaux entre eux et puis c'est vachement bien, ça permet de jouer des morceaux d'autres gens qu'on n'aurait jamais produits et moi je trouve ça vachement cool. Voilà. C'est quoi la cohérence entre vos deux styles? Pourquoi tu dis que c'est rare de trouver quelqu'un qui a le même style de musique que toi? Ce qu'on écoute le plus, donc ambiant deep techno, c'est un style un peu... C'est pas élitiste, loin de là, mais c'est une plus petite niche qui écoute ça. C'est un peu moins populaire, c'est moins connu, on va dire. Faut dire un truc, c'est que sur l'île, avec Précepte, on est les seuls à faire de la deep techno, vraiment. Enfin, vraiment être ciblé vraiment dans ce genre de musique-là, en fait. Donc c'est sûr, quand on s'est un peu retrouvés, enfin moi, avant de rencontrer Alex, je pensais que j'étais le seul à écouter ça, à la limite, quoi. Donc, Vous jouez à l'Aéronef le 24 mars. Comment vous avez réussi à décrocher ce concert? Alors en fait j'ai participé à un concours qui s'appelle Warm Me Up. Donc en fait on envoie les productions qu'on fait à l'Aéronef par mail et on peut être sélectionné pour faire la première partie d'un concert quelconque. Donc moi vu que c'était style techno, j'ai été appelé, donc j'avais dû participer en avril-mai et j'ai été sélectionné, j'étais appelé en décembre, ils m'ont proposé de faire le warm-up. Ils m'ont demandé si je connaissais pas quelqu'un qui faisait de la techno sur l'île. Du coup j'ai pensé direct au gars de Précepte et puis du coup on a fait un petit tirage au sort entre Pierre et Léo pour savoir qui allait jouer avec moi et Pierre est sorti grand gagnant, du coup voilà. T'es content, Pierre? grave. Pas trop stressé, c'est ton premier concert? Ouais, dans une grosse salle comme l'Aéro, ouais, c'est la première pour nous deux de toute façon. Ouais. Et donc ouais, on va forcément avoir la pression, mais c'est un vrai challenge en fait. Donc c'est la pression, ça fait peur, mais c'est merveilleux à la fois aussi. C'est comme quand tu vas t'aventurer quelque part dans un monde que tu connais pas forcément et tout. Il y a de l'excitation en fait. Et je pense qu'au début on va avoir beaucoup de pression, ouais, mais après une fois qu'on sera lancé, ce sera bien. Ouais. La techno, que ce soit votre style ou pas, au final ça n'a pas l'air si simple que ça. Et on retrouve Pierre sur notre plateau pour parler un petit peu plus d'un sous-genre de la techno, l'ambiante. Pierre nous a rejoint du coup sur le plateau et pour notre émission spéciale musique. Bonjour Pierre. Bonjour Camille. Dans cet extrait, tu nous parles du côté rituel de la techno. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, il va y avoir ce côté où tout le monde va se rassembler en fait devant un sound system, un mur de son comme ça. Et ça, c'est quelque chose déjà dans les tribus ancestrales en fait, tout le monde qui allait danser autour d'un feu. En fait, là, c'est exactement le même principe. Tout le monde va se réunir autour d'une cause commune. C'est ça, c'est une communion en fait. Il y a quelque chose, un rassemblement. Et il y a aussi un côté dans la musique répétitive, un peu comme. Complètement, complètement, qui emprunte à la musique tribale, vraiment, à la musique africaine. Moi, j'écoute beaucoup de musique africaine à côté du coup, parce que dans la répétition. Alors que ça n'a rien à voir au final. Ah si, beaucoup maintenant. Ouais. Ce côté très percussif en fait. Moi, je trouve qu'il y a. Alors, musique répétitive, justement, certains ont tendance à dire que la techno, c'est toujours la même chose. Mais pourtant, il semble qu'elle a pas mal de sous-genres. Oui, énormément. C'est une nébuleuse qui est absolument immense et dont la production, il y a toujours des centaines de morceaux qui sortent chaque jour. En plus, maintenant, avec Internet, SoundCloud, c'est fantastique. Et justement, qu'est-ce que tu joues, toi, comme genre ? Alors moi, c'est vraiment de la deep techno. Ça va être une techno assez psychédélique, répétitive, mais très progressive en fait aussi, avec des nappes ambiantes vraiment, c'est-à-dire qui vont évoquer la nature. Enfin, il va toujours y avoir cette espèce de côté toujours espace naturel, exploration, la contemplation en fait, vraiment. Et justement, là, on te voit avec Alexandre, avec qui tu as le collectif Précept, mais tu as un autre projet à côté. Qu'est-ce que c'est ? C'est Stellar Transition, du coup. Alors, de base, c'est un label que j'ai lancé pour sortir mes propres musiques. C'est-à-dire parce que j'ai déjà sorti des morceaux sur d'autres labels. Et c'était pas forcément évident, ça se passait pas forcément super bien. Un artwork qui était mal choisi, ils changent le titre à la dernière minute, enfin, ces choses-là. Du coup, de base, c'était juste pour sortir mes morceaux. Et ça s'est transformé en chaîne de podcast, en fait, aussi, où j'invite en fait, des artistes internationaux à sortir des podcasts vraiment Comment tu les trouves, ces artistes ? Sur Internet. Sur Internet, vous échangez via quel réseau ? Via SoundCloud, c'est-à-dire c'est les artistes que je connais souvent, dont j'ai demandé. Des artistes, j'aime bien le fait d'inviter des artistes qui font plus de la techno habituellement, et justement de leur faire quelque chose d'un peu différent, qui sortent un peu des sentiers battus en fait. Ou alors sinon c'est des gens qui me contactent, qui m'envoient des mails. Et justement, qu'est-ce que c'est l'ambiance en quelques mots ? C'est une musique qui peut être écoutée d'une manière passive comme active, en fait, dans un état léthargique, comme dans un état contemplatif, je dirais. Et comment tu fais, à l'heure actuelle, pour évoluer dans un monde qui a l'air quand même empli de DJ ? Alors, c'est une bonne question. C'est très compliqué, surtout que maintenant on est à l'ère du numérique, d'Internet, où c'est très facile, en fait, de publier ses morceaux, de les envoyer à des labels, en fait, donc, je dirais que c'est l'union fait la force en fait, et maintenant il faut marcher sous forme de collectif. Vraiment, parce que tout seul, sinon c'est non. Et les collectifs, ça réunit combien de personnes en général ? C'est illimité ? Non, ça dépend. Il peut y avoir des collectifs très très grands, comme ça peut être composé de 3, 4, 5 personnes, mais le but c'est de réunir des compétences communes en fait, où chacun va avoir des objectifs différents, des trucs. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent qu'un DJ, ça peut arriver sur la scène, appuyer sur un bouton et c'est tout ce qui se passe ? C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ce qui compte, c'est avant tout la sélection. La sélection ? La technique, ça compte, mais aussi la sélection. Savoir emmener un public aussi, et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les arts de scène, en fait. Vraiment, de savoir s'adapter au public, faire une espèce de médiation, en fait. Et ça peut durer jusqu'à... combien de temps ça peut durer réellement un set ? Parce que c'est assez long. Ça peut durer... conventionnellement, dans les soirées, c'est 2 heures, en fait. 1h30, 2 heures. Mais sinon, si on va, par exemple, une grosse boîte de nuit techno à Berlin, ça peut aller jusqu'à 12 heures. Hein, donc, ah ouais, Et toi-même, tu joues à l'Aéronef bientôt. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand c'est et en quoi ça consiste cette soirée ? Alors, donc, c'est le samedi 24 mars. C'est un warm-up donc, de 19h à 21h. C'est gratuit. Un warm-up, tu veux dire un warm-up, c'est-à-dire une ouverture, une sorte de première partie, en fait. Ouais. Ok. Première partie d'une soirée avec Paula Temple et Tommy 47, qui sont des gros noms de la techno. Et donc, du coup, c'est payant Alors, nous, c'est gratuit. Et ensuite, la soirée, après, payante, en fait. C'est de quelle heure à quelle heure votre set ? 19h, 21h. Alors, on se retrouve à l'Aéronef, alors avec bientôt. Plaisir. Dans un autre genre musical bien différent, le concours international du violon se tiendra à Cambrai du 16 au 18 mars. Reportage signé Juliette, Justine et Charlotte. Le 18 mars prochain aura lieu le premier concours international de violon organisé par le Rotary Club de Cambrai. Habitué à l'organisation de tels événements, le Rotary va en profiter pour lancer de jeunes talents.
Nous avons organisé ce concours de violon international pour aider la jeunesse et puis aussi pour animer la ville de Cambrai. Nous espérons justement que ce concours international sera vraiment international et peut-être mondial, et il y aura des répercussions également sur Cambrai. En tout cas, l'objectif principal, c'est surtout de faire ressortir et d'aider des jeunes talents à devenir de très grands musiciens. Une opportunité pour les violonistes, le concours est encadré par de professionnels du milieu. Le jury sera présidé par Frédéric Larocque, soliste de l'Orchestre national de l'Opéra de Paris. Une fierté pour le directeur du Conservatoire de Cambrai, Jean-Pierre Houillard. La conception de ce concours, c'est que moi, personnellement, étant issu aussi de ce milieu musical, je souhaitais assurer la logistique et la technicité revenait à Frédéric. Et donc on a des gens qui arrivent forcément, pour la plupart de la région, Hauts-de-France. On a des gens qui arrivent aussi de Aix-en-Provence. Et puis après on a Allemagne, Hollande et Belgique. Je crois même qu'il y a une luxembourgeoise dans l'histoire. C'est-à-dire que la partie révélation, la première catégorie révélation, s'adresse aux élèves de second cycle chez nous. Donc second cycle, ça correspond à des élèves qui ont entre 6 et 7 ans d'instrument et qui peuvent aussi prétendre à un concours international, ce qui est pas anodin, et en tout cas d'être en face d'un jury de prestige avec Frédéric Larocque. Vous voyez, donc ça c'est une chose qui est assez inouïe. La deuxième, c'est la catégorie espoir qui, elle, s'adresse toujours aux élèves de nos conservatoires ou des écoles de musique, peu importe. Mais on est déjà dans une spécificité plus élaborée. Voilà, c'est un peu les cycles supérieurs des conservatoires. Et puis cette troisième catégorie qui est la catégorie soliste et qui elle relève plus des élèves ayant quitté le conservatoire, enfin nos conservatoires, étant dans des conservatoires supérieurs ou des pôles sup, ou peut-être même sortis de ces conservatoires, puisque l'âge limite pour ce concours étant 25 ans, on va dire que les élèves sortant des grands conservatoires peuvent, je les imagine sortant entre 21 et 23 ans. Elle a seulement 13 ans, Lilou participe pour la première fois à un concours de cette envergure, une façon de montrer au grand public que le talent n'a pas d'âge. Ça fait depuis 6 ans, j'ai commencé le jour de mes 7 ans. Je trouvais cet instrument, le son beau, puis tout le monde faisait du piano, de la guitare et je voulais changer un peu. J'avais jamais fait de concours de violon et puis c'est une expérience en plus, je trouvais ça intéressant à essayer. Comme c'est les vacances, je répète tous les matins et j'ai des CD que je peux passer pour m'entraîner avec la musique. En général, je m'entraîne toute seule, environ 1 heure par jour. Je choisis mon violon surtout pour la taille et aussi pour la sonorité. Ah non, je m'entraîne plus pour le concours. En général, je m'entraîne moins quand même. Pression, certes, mais pour une belle chose, je pense, à l'arrivée, et une belle aventure humaine et musicale, ça c'est sûr. Merci d'être avec nous pour notre émission spéciale musique. Charlotte nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Charlotte. Bonjour Camille. En quoi ce concours est-il novateur? Alors c'est le premier concours dans la région. C'est la première fois que c'est organisé par le Rotary Club de Cambrai. Et c'est un concours international. C'est vraiment la première fois qu'un concours d'une telle ampleur a lieu dans la région. Et est-ce que justement on est un peu au courant des membres du jury? Est-ce qu'ils ont été annoncés? Alors les membres du jury, pas spécialement. On a le président du jury, donc c'est Frédéric Larocque. Et c'est, on va dire, le meilleur violoniste de France. En fait, c'est le super soliste de l'Opéra de Paris. Donc c'est vraiment celui qui est choisi pour représenter la France dans les concerts parisiens. Et du coup, il est également professeur. Donc c'est vraiment, pour le directeur de conservatoire, c'est vraiment un plus d'avoir un tel violoniste avec lui. Et justement, les inscriptions, elles sont encore ouvertes? Si quelqu'un joue du violon, il peut s'inscrire encore aujourd'hui? Alors non, ça va aller jusqu'au janvier. Là, c'est les demi-finales qui ont lieu le 16 mars. Et les finales qui seront, elles, ouvertes au public, c'est le 18. Et c'est vraiment pour tout le monde peut y aller. Et on voit justement dans votre reportage une toute petite fille, elle est minuscule et elle fait que ça, en fait, elle se prédestine vraiment à ce métier? En fait, elle a 13 ans, donc on l'a vu dans le reportage, elle commence depuis l'âge de 7 ans. Donc ses cours sont adaptés pour qu'elle puisse faire de la musique. Donc elle a cours le matin, elle a musique l'après-midi.
Donc c'est vraiment, elle est faite pour ça. Et elle a également le temps de faire danse classique. Donc elle est vraiment passionnée par le violon. Donc ce concours, on attend réellement des participants de tous les âges. C'est ça, en fait il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie révélation qui commence quand effectivement on a 13-14 ans. Après il y a les espoirs, donc un peu plus âgés, plus années de violon. Et au final il y a les solistes, donc là c'est vraiment comme on l'a dit vers 20-22 ans. C'est vraiment quand on a fait toutes nos années de violon. Et du coup c'est pour les lancer dans une carrière tout simplement. Et ce concours c'est la première édition, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça dure dans le temps? Alors on peut s'attendre à ce que ça dure dans le temps vu que c'est vraiment international. On a des personnes qui viennent de différents... Enfin, on a des Belges, des Luxembourgeois. Et vraiment, là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont inscrites. Donc là, il reste 15 personnes en demi-finale et 9 personnes en finale. Et ils n'hésiteront pas du tout. Ils verront bien si le public est présent. Mais vu déjà qu'il y aura les familles de tout le monde, il risque d'avoir beaucoup de personnes. Super. Bon, merci beaucoup, Charlotte. Que ce soit un triangle ou une guitare, un instrument peut représenter un certain budget. Julia et Juliette ont enquêté pour nous. Chez les musiciens débutants, intermédiaires ou avancés, l'achat et l'entretien d'un instrument nécessitent toujours un budget. Un coût qui dépend souvent du niveau de pratique. Entre les tout petits budgets et les moyens budgets, on a vraiment un écart de qualité extrême. C'est-à-dire que vraiment, chercher à mettre le minimum dans un instrument, c'est pas forcément la meilleure solution. Par contre, mettre, je ne sais pas, par exemple, un budget moyen, je vais parler d'une guitare. Un budget moyen, on va prendre une guitare à moins de 100 €, on aura vraiment un modèle très bas de gamme, très moyen. Que ce soit pour apprendre ou continuer. Vraiment très moyen. Les gens qui débutent dans un instrument n'ont pas forcément le réflexe à prendre de l'occasion. Parce que ils sont débutants, ils sont un peu fébriles, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver et ils ne savent pas que dans l'occasion on trouve des produits super sympas. Quand on passe le cap à un certain prix, on aura du mal à vraiment dissocier la qualité si on n'est pas un expert. C'est-à-dire que ça va être vraiment des subtilités, ça va être dans le toucher, dans le grain du son, vraiment dans des choses. Là je parle pour la guitare. Que ce soit après dans les batteries, dans les cuivres, je pense qu'on est dans le même ordre. Mais au-delà de l'achat neuf ou d'occasion d'un instrument, les musiciens doivent également entretenir leur matériel, un coût supplémentaire qui varie selon les réparations, la fréquence d'entretien et les instruments. Anne-Lucie, réparatrice d'instruments avant, a accepté d'en parler sans être filmée. Alors ça peut aller effectivement, on va dire à peu près de 25 € pour des réglages, à plus de 600 € pour des retamponnages complets sur certains instruments comme le hautbois ou le saxophone. Ça va dépendre de la fréquence à laquelle le musicien va faire effectivement sa révision ou de l'accident qu'il peut y avoir aussi sur l'instrument effectivement. Un coût de réparation qui peut être important et qui dépend de l'instrument. Et pour y voir plus clair, quoi de mieux que de demander l'avis des intéressés? Pierre, musicien depuis ses 14 ans, se veut plutôt rassurant. Je suis à la retraite, donc mes revenus ont baissé, mais mon budget musicien est peu important puisque j'ai acheté mes instruments de musique il y a très longtemps, donc j'ai plus trop à dépenser. L'entretien, c'est de la lutherie tout simplement, c'est changement de cordes, c'est ajustement du manche, des choses comme ça, donc le budget n'est pas si important. Ça dépend des instruments, il y a certaines guitares qui sont de moyenne qualité, il faut quelquefois aller plusieurs fois par an pour les faire un peu rectifier. Mais un bon instrument, en général, il n'y a pas trop d'entretien à faire, très très rarement. Voilà. On le fait parce qu'on est amoureux de la guitare voilà, pour vérifier qu'il n'y a vraiment aucun problème, quoi, mais c'est tout. Un budget instrument qui varie selon le niveau, l'envie et le matériel. Les achats d'occasion peuvent contribuer à le faire baisser, de quoi peut-être donner envie à certains de se lancer. Julia nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Julia. Bonjour Camille. Alors justement, le budget, est-ce que ça varie radicalement d'un instrument à l'autre? Donc comme on l'a vu avec le commerçant qui en parlait, on trouve un peu des instruments dans tous les prix, c'est sûr. Mais après, comme on a vu dans le reportage précédent, il y avait un violon. Un violon, ça va être un petit peu plus cher. Il y a on va dire, des instruments qui sont un peu plus bas de gamme, entre guillemets. C'est plus accessible, comme la guitare par exemple, où on peut commencer à en trouver des 100 €. Ouais, c'est sûr qu'un triangle ne vaut pas une contrebasse au niveau du prix. Et selon le magasin justement que vous avez été voir, ça c'est un magasin d'occasion. C'est ça. Est-ce que vous savez si on achète plus d'occasion ou neuf? Donc justement, comme il nous l'a expliqué en off, les gens ils vont plutôt directement se diriger vers des magasins où on propose des matériaux neufs. Or, dans l'occasion, on peut complètement trouver des matériaux qui sont abordables, qui sont de très bonne qualité. Et en fait, c'est un peu
on va dire que c'est des clichés en fait. Les gens vont se dire bon, c'est d'occasion, donc forcément c'est bas de gamme, c'est de mauvaise qualité, donc ils vont plutôt se pencher vers le neuf. Or, ils peuvent trouver quelque chose qui est plus dans leurs moyens et de la même qualité dans des magasins d'occasion. Et c'est juste, oui, le cliché de je préfère avoir quelque chose de neuf plutôt que quelque chose de déjà utilisé qui prime. Or, c'est une faute pour eux, quoi. Et ben oui, et en plus, là, on voit la réparatrice, c'est un certain budget aussi. C'est-à-dire que faire réparer son instrument, ça va quasiment être aussi cher que d'en racheter un, au final. C'est ça. Donc, elle est spécialisée dans les instruments à vent. Donc, on ne sait pas vraiment, je ne peux pas trop vous dire pour les autres instruments. Mais donc, comme elle le dit, ça va de 25 à 600 €. Donc, c'est quand même un budget conséquent, mais après il faut aussi se dire que ça varie selon la fréquence où on fait réviser son instrument. Donc elle conseillait de le faire tous les ans, mais si par exemple on ne fait pas réviser pendant 3 ans de suite, c'est sûr que le montant par la suite sera plus élevé si on vient 3 ans après avec un instrument qui est en mauvais état plutôt qu'un instrument qui est révisé régulièrement. Et sur place, vous avez constaté ce qu'elle réparait, ça prend du temps, c'est fastidieux Oui, donc c'est bien un travail d'artisan comme elle est, et donc ça prend vraiment du temps, c'est très minutieux. Elle avait d'ailleurs un atelier qui était quand même assez désordonné car voilà, ça prend de la place. Il faut chaque petite chose qui est placée bien à sa place, que l'artisan lui-même sait bien où ça va se trouver. Mais pour quelqu'un comme nous, on se dit mais c'est un travail incroyable, énorme, et ça doit prendre vraiment beaucoup de temps. Merci beaucoup Julia. Mais de rien. On continue tout de suite dans notre émission spéciale musique avec le karaoké, venu tout droit du Japon, dont l'étymologie signifie littéralement orchestre vide. Il cartonne sur l'île nippone, mais il fait aussi son apparition en France il y a quelques années. Alors, est-ce qu'il est encore tendance? Reportage de Théo, Nicolas et Chloé. Que l'on chante comme un pied, une casserole ou que l'on ait une âme d'artiste, le karaoké largement pratiqué en famille, entre collègues ou amis revient à la mode. Une tendance que nous avons décidé de tester. Donc le concept du Singing Studio, ce sont des salles privatives de karaoké. Vous réservez en fait pour des sessions de 2 heures et vous êtes vraiment entre vous, collègues, amis, famille, et vous pouvez complètement vous lâcher pendant ces 2 heures. On couvre vraiment beaucoup de monde. On va des enfants jusqu'aux grands-parents concrètement. Nos clients viennent aussi bien en famille qu'entre collègues, qu'entre amis. On a forcément une population de femmes un peu plus importante que d'hommes. Et donc nos clients viennent pour toute occasion, que ce soit pour un anniversaire, beaucoup pour les enterrements de vie de jeunes filles, mais ils viennent aussi pour des team building en entreprise. Alors l'intérêt est clairement pour les plus timides, c'est vraiment se lâcher et avoir le jugement non plus du regard des inconnus ou le jugement tout simple, est-ce qu'on chante bien, est-ce qu'on chante pas bien. Parce que le but clairement du karaoké, c'est de s'amuser, et donc de chanter faux, c'est un peu le concept pour s'amuser, pour rigoler. Mais entre ridicule et divertissement, qu'en pensent les chanteurs en herbe? Alors mon expérience a été très compliquée pour ma gorge et pour ma voix. Je pense que je vais la perdre avant ce soir. Aussi pour mes oreilles, parce que mes camarades ont vraiment chanté faux. Moi aussi, je me suis rendu compte que je chantais vraiment très très faux. C'est clairement mieux d'être en cabine privative. C'est parce que la première chanson, on se regarde tous en mode merde. En fait, on chante vraiment très très mal. Mais après, comme on se connaît tous, ça va, on s'en fout. En fait, tout le monde chante faux, tout le monde danse, et puis on s'amuse. Et c'est quand même beaucoup mieux d'être juste avec des gens qu'on connaît, quoi. Je pourrais pas faire ça devant tout le monde, je pense. Longtemps considéré comme kitsch ou ringard, le karaoké revient pourtant sur le devant de la scène. Les dernières années, en fait, le concept du karaoké revient à la mode. Les Français aiment de plus en plus refaire du karaoké, notamment grâce aux émissions de chant sur les nombreuses chaînes maintenant, enfin The Voice, etc. Ça revient à la mode et on a plus ce côté ringard, kitsch, qui collait à la peau du karaoké. Et c'est notamment aussi pour ça qu'au Singing Studio, on a voulu faire une décoration très chic et classe pour casser ce côté kitsch et cheap, on va dire. Un engouement qui s'étend même jusqu'au championnat.
On a relancé un peu les championnats de karaoké en France. Ça n'existait plus depuis plusieurs années, concrètement. Et donc, il faut savoir qu'à travers le monde et en Europe notamment, les championnats de karaoké sont très courus. Et donc, on a relancé les auditions au Singing Studio l'année dernière. Et on a envoyé nos candidats au championnat d'Euroké. Et on a une finaliste qui a fini 2e du concours d'Euroké. Et qui est partie également au concours mondial ensuite, et qui a fini aussi dans les finalistes. Donc on était très très fiers. La chanson la plus chantée, mais c'est La Reine des Neiges. Et oui, c'est La Reine des Neiges. Mais en fait, même si on est, si on n'est pas dedans, tout le monde connaît les paroles. Donc en fait, très facile à chanter, oui, effectivement. On se retrouve ici avec Nicolas et Justine. Bonjour vous deux. Bonjour Camille. On reviendra avec toi Justine pour l'agenda. Nicolas, alors, est-ce qu'on aime le karaoké en France ? Écoutez, apparemment oui, on aime le karaoké puisque c'est quelque chose qui marche vraiment très bien ces derniers temps. D'ailleurs, à Lille, il y a vraiment plusieurs établissements qui sont ouverts comme dans plusieurs grandes villes. Justement, oui, à Lille, le premier karaoké qui a ouvert, moi dans mes souvenirs, c'était il y a 4-5 ans et après ça a pullulé du coup. Et pourtant, il y a déjà 4-5 ans, c'était déjà quelque chose d'assez nouveau au final. Parce que un karaoké, on se dit bon, là quoi. Mais oui, maintenant il y en a 5, il me semble, 5-6. Ah ouais, déjà. C'est quand même pas mal pour une ville comme Lille, je trouve. Alors, dans un établissement de ce genre, comment ça marche ? Est-ce qu'on doit attendre que la personne avant a fini ? Est-ce qu'il y a assez de salles ? Alors, déjà, de toute façon, ça marche sur réservation, donc il n'y a pas de problème d'attente ou quoi que ce soit. Mais dans l'établissement où on est allé, il y avait 6 salles, donc c'est quand même assez... Il y a quand même assez de place pour beaucoup de groupes, on va dire. Et sur place, vous êtes dans une salle fermée. C'est quoi les horaires? C'est ça, en fait. C'est les forfaits. Il y a 2 heures de karaoké, du coup, et entre amis, on est dans une petite salle vachement intimiste, et, avec une ambiance, des lumières. Et vous, ça vous a plu, justement, 2 heures? Vous vous êtes pas ennuyé? C'était court ou c'était... Alors honnêtement, j'y suis allé avec une petite appréhension et pas forcément l'envie de chanter parce que bon bah voilà, on n'a pas forcément tous du talent. Et au final, non vraiment, on voit pas les 2 heures passer et c'est assez surprenant d'ailleurs. Et la chanson fétiche, il y en a une? Je dirais bien Shania Twain. Ah, laquelle? Man, I feel like a woman. Et... Ça ne correspond pas vraiment, mais bon. Pourquoi pas. Et justement, on parle de championnat. Alors, un championnat de karaoké, c'est pas commun. Ça a lieu quand? C'est quoi la procédure? Ça peut être surprenant, mais il y a bien des championnats de football, donc pourquoi pas des championnats de karaoké. Il y a des championnats pour tout aujourd'hui, j'ai envie de dire. Donc, ils ont un Euroké, en fait. Ça se passe en Europe. Et là, cette année, ils vont procéder aux auditions dans cet établissement, le 28 et le 29. Et ensuite, il y a des championnats mondiaux, et là, c'est d'envergure beaucoup plus... Et alors, c'est juste pour le fun, ou on a le droit à un trophée en forme de micro, en or, à la fin Alors, je ne sais pas du tout, mais j'imagine qu'on doit avoir la reconnaissance d'avoir un certain talent. De savoir chanter, au moins. C'est ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Justine, qu'est-ce qu'on a à faire ce week-end? Alors déjà, je vous propose de rester dans le registre musical. Et justement, on a un événement 100% féminin, qui suit justement la journée de la femme. Il y a 2 groupes qui vont se produire à Lille. Ce sera les Atomic Lady, un groupe style funk, qui est composé de 8 musiciennes. Et les Cheshire Cat de Bouncing, c'est un duo punk en fait, donc il va aussi se produire ce week-end. L'événement débutera à 20h et ce sera à la gare Saint-Sauveur. Les 2 événements à la gare Saint-Sauveur. C'est ça. Et ensuite? Ensuite, donc on a le Comme à la radio qui fête son premier anniversaire ce week-end. Donc pour cela, la web radio lilloise organise une soirée où il y aura des conférences, des concerts et tout ça. Dans les artistes de samedi, par exemple, on retrouve Too Many Zoos, Aaron Cohen et Voilà, qui est aussi un groupe. Ils seront en live. Pour le tarif, il faut compter 14 € pour le samedi et 6 € pour dimanche. Et la fête aura lieu à la maison Folie Moulin. Ensuite, demain soir à 20h, c'est la soirée Cover Me qui vous attend au bar musical. Ce seront uniquement des vinyles qui vont être utilisés. Et ce sera aussi uniquement des reprises par les DJ, exactement. D'accord. Donc ce sera pour vous faire bouger. Et l'événement est gratuit, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et on finit avec un trio qui est composé de Thomas Gonzalez, Gauthier Berger et Nicolas Mitchell. Ensemble, ils incarnent le style pop-jazz.
Ils vont se produire à Villeneuve-d'Ascq, à la ferme d'en haut, pour un concert jazz justement, et ça se déroulera à 17h. La première partie de leur concert sera effectuée par l'atelier jazz du Conservatoire de Dunkerque. Il faut compter 8 € pour le tarif plein et 5 € pour le tarif réduit. Un très beau lieu, en plus la ferme d'en haut. Alors qu'est-ce qui vous dit, vous, dans ce programme? Personnellement, c'est le concert jazz. Oui, je me dis pourquoi pas un petit concert. Un petit concert? Ouais, il y en a beaucoup là, il faudra choisir. C'est que des concerts là. Ça sera difficile, c'est tout. Allez. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale musique. On se retrouve vendredi prochain à midi pour notre prochaine édition.